Moi, j'ai l'impression que j'ai été prise au sérieux quand j'ai commencé à faire plus de chiffre d'affaires que les hommes. Et même l'assistante tout court, c'est bien plus qu'une assistante, c'est vraiment la personne aussi qui va remettre de l'humain au cœur de la chose. Et ça, je pense qu'il y a un vrai levier à aller chercher sur ça, quoi. Convaincues quand elles arrivent en appel de vente parce qu'elles nous suivent sur tous nos contenus Instagram, LinkedIn et YouTube. Voilà, donc déjà par la création de contenu. Et toi, quel est un peu ton avis sur le sujet? Est-ce que selon toi, sur LinkedIn, tout le monde est capable à la même échelle d'aller chercher une grosse personal brand ou ça reste quand même assez limité quoi qu'il arrive? Mais tu auras toujours une catégorie de personnes qui, même si le travail est automatisé avec l'IA, qui voudront toujours payer pour l'humain. Bienvenue dans ce podcast Décroche ton téléphone, dans cet nouvel épisode. Donc aujourd'hui, on est avec Clémentine Hédon, qui se présentera après parce qu'elle a plein d'activités. J'en profite quand même pour représenter Romain Cessillon, fondateur de l'organisme de formation HTW Marketing, et moi-même Alexis Gollard, cofondateur de Convertix. Donc comme je disais, Décroche ton téléphone, podcast des entrepreneurs en croissance, mais aujourd'hui, des entrepreneuses. Je t'en prie, Clémentine, présente-toi, dis-nous ce que tu fais. Bonjour, moi c'est Clémentine, j'ai 27 ans et je suis coach en vente. J'accompagne principalement des femmes à développer leur activité via la vente et la prospection. Et j'ai une particularité, c'est que je forme plus particulièrement du coup les assistantes indépendantes et je fais également du placement d'assistantes chez les dirigeants. Voilà. Et quelle est l'activité aujourd'hui qui te rémunère le plus? Enfin, ton business model, il est construit comment? Est-ce que c'est plutôt le coaching ou le placement chez les... Alors pour le moment, vraiment 90% de mon activité, c'est le coaching. Donc principalement mon coaching destination assistante virtuelle du coup, où avec mon associée Héloïse, on forme des assistantes premium à aller développer leur activité. Voilà. Et pour ça, on a créé le coaching destination assistante virtuelle. Et ça, c'est vraiment ce qui cartonne le plus pour nous. Et on a commencé du coup à développer la partie agence où petit à petit, on place de plus en plus de nos clientes qu'on a coachées du coup chez des dirigeants sur Lyon, mais pas que, aussi en France globalement. Et sur la partie agence, du coup, vous avez une entreprise qui a un besoin à l'heure actuelle, vous placez et c'est de la sous-traitance derrière ou vous prenez juste une commission par exemple Pour le moment, on fonctionne plutôt sous modèle de commission, où on va avoir des personnes qui nous contactent. Donc, vu qu'on a notamment une grosse communauté avec Héloïse Lanard, mon associée, sur les réseaux sociaux, et qu'on parle tout le temps d'assistanat, etc., les gens, dès qu'ils ont besoin d'une assistante, ils pensent à nous et ils nous envoient un petit message pour nous dire j'ai besoin d'un bras droit, de telle chose, etc. Et nous, on regarde dans nos profils et on va les mettre en relation et après, on va prendre une commission. Et après, c'est l'assistante qui va gérer la collaboration de A à Z. C'est vrai que, alors, je précise, c'est vrai que nous, on a été indirectement ta cliente, toi aussi, du coup. Du coup, tu l'as appris aujourd'hui. C'est vrai qu'on a, donc, pour faire la petite histoire, on a, nous, recruté Laura, du coup, qui fait partie du programme Destination Assistante, hein, c'est ça, Ouais, virtuel. c'est ça, Donc, exactement. on avait besoin, en fait, de quelqu'un pour faire les relances d'impayés. C'est quelque chose qu'on n'a ni l'envie ni le temps de faire. Et on préfère même le déléguer à quelqu'un qui est externe parce que c'est vrai que quand tu as une certaine relation avec un client, parfois même il y a des clients, c'est des gens qu'on connaît dans la vraie vie, parfois même on est amis avec eux, c'est toujours délicat d'aller chercher en fait les impayés. Et c'est pour ça qu'on avait recruté Laura et on avait été bluffé par tout son process de relance, le fait d'envoyer le devis en temps et en heure, de nous relancer tant qu'on n'a pas dit oui, mais même le pitch était bon. Et en fait, on a appris que c'était toi qui l'avais formé. Donc voilà. Bon, c'est un petit instant pub, mais c'est vrai que du coup, ça marche. Aujourd'hui, tu as formé combien de personnes? C'est quoi un peu tes objectifs? Tu me parlais, on en parlait en off, qu'il y a aussi que tu lances un nouveau business. On t'en a parlé juste avant. C'est quoi un peu les objectifs de ton côté d'un point de vue entrepreneurial? Alors là, du coup, on a formé 260 assistantes avec Héloïse, donc c'est quand même pas mal. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai décidé d'accompagner les assistantes parce que quand je me suis lancée à mon compte, je me suis dit: «Il y a plein de gens qui font comme moi, donc moi, je pense qu'il faut me nicher». J'ai pris un peu ce parti pris-là et Héloïse Annard, qui devient mon associée aujourd'hui, c'était ma cliente préférée et je me suis dit: «Tout bêtement, je vais me nicher sur ma cliente préférée. C'est une assistante, j'adore ses valeurs, et cetera» et c'est comme ça que ça a démarré et en fait, je pense que j'ai vraiment pris une bonne décision quand je l'ai fait parce que c'est un métier qui est en forte expansion, les assistantes indépendantes et c'est ça qui a fait qu'on a démarré
Et d'abord, en fait, je faisais seule et après j'ai voulu développer la partie métier parce que moi, je les coach principalement sur la vente, qui est d'ailleurs un gros point de douleur chez les assistantes. Donc avec, Héloïse, on s'est dit: «Tiens, pourquoi pas s'associer, en tout cas déjà sur le coaching?» puisque elle a l'expertise métier et moi j'ai l'expertise vente. Donc ensemble, on va pouvoir former un maximum, d'assistantes à devenir, premium et on a créé du coup le coaching ensemble en janvier, 2024, voilà. Et on fait des promotions, tous les 4 mois, d'assistantes qu'on accompagne et en groupe et en individuel. Et d'ailleurs, on est une équipe de 5 personnes aujourd'hui, pour, accompagner les filles. Et pour répondre à ta question de nos prochaines ambitions, on a envie de continuer de développer le coaching en gardant un aspect premium. Aujourd'hui, je suis pas forcément fan, du côté, formation 100 e-learning s'il y a pas d'accompagnement derrière. Donc nous, on a pour ambition de continuer à développer en prenant, un volume de clientes assez important, mais tout en les chouchoutant aussi en individuel. Donc on travaille, là-dessus justement sur une refonte du programme, pour la rentrée. Donc développer, notre coaching et continuer de développer aussi la partie, placement d'assistantes. On a commencé parce qu'on avait de plus en plus de demandes. Quasiment une fois par semaine, je reçois un message de quelqu'un qui me dit: «J'ai besoin d'une assistante» sur Instagram ou LinkedIn. Donc on a vraiment envie de développer ça et c'est pour ça que j'ai intégré là Héloïse qui rejoint à 100 mon équipe en tant qu'associée, parce qu'on a décidé d'arrêter de s'éparpiller et de se concentrer du coup sur ces 2 offres, qui fonctionnent bien pour nous et notre équipe. Et tu as une certification à la fin de la formation ou c'est vraiment un développement de compétences que tu apportes? Nous, on a pris le parti pris, on n'a pas de certification d'être vraiment un coaching et majoritairement sur la partie commerciale. Parce que nos clientes, c'est beaucoup des assistantes de direction qui ont 20 ans d'expertise derrière elles, mais qui savent pas se vendre. Donc on les forme sur la partie métier, mais souvent ce qui les challenge encore plus, c'est comment avoir un business, trouver des clients et cetera. Donc nous, on est un coaching et je me suis souvent demandé: «Est-ce que je serais pas Calliope?» Ça a été une question et j'ai pris le parti de dire non. Pourquoi? Parce que déjà, alors je trouve que c'est beaucoup d'administratif. J'avais peur d'attirer des mauvaises clientes, des personnes qui viennent où c'est tout financé et du coup qui s'investissent pas en mode, le coaching est gratuit et ça m'aurait vachement embêtée. Et j'avais peur aussi du délai de paiement des OPCO en termes de trésorerie parce que j'ai une équipe de 5 personnes à payer et ça, c'est aussi un point qui m'a bloquée. Donc pour toutes ces raisons-là, je suis pas devenue Calliope, mais ce qui n'a pas été un frein puisque, ça m'a pas empêché de signer beaucoup de clientes. Tiens, ça me fait penser, il faut qu'on en parle, parce que typiquement, la semaine dernière, j'ai eu une personne, et ça peut être un axe business pour toi aussi, une ancienne militaire là, qui est en phase de reconversion. Elle veut devenir assistante virtuelle. Ouais. Et là, typiquement, elle a une enveloppe de 9 500 euros, financée 100% par France Travail, pour devenir assistante virtuelle. Et elle cherche une formation, du coup, totalement large sur comment devenir assistante virtuelle, comment vendre son offre, etc. Et du coup, ce que tu décris, je trouve que ça correspond assez bien. Et c'est là où je ne sais pas combien tu vends aujourd'hui tes accompagnements et tes coachings, et ça, tu vas pouvoir nous le dire. Mais je pense qu'il y a un vrai levier à aller chercher sur ça quand même, notamment en phase de reconversion. Je suis assez d'accord sur le côté touriste, une assistante virtuelle qui n'arrive pas à vendre son offre, qui va venir vers toi, et si c'est 100% financier, elle ne va pas s'impliquer. Mais dans une phase de reconversion, je pense qu'il y a un vrai levier à aller chercher aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est une bonne question. D'ailleurs, on a eu beaucoup de personnes en reconversion, même des militaires. D'ailleurs, j'en ai eu plusieurs, dans mes programmes. Souvent, c'est une question pour elles et soit quand elles découvrent, la qualité de notre programme, elles décident quand même d'investir en fonds propres. Nous, on ne travaille pas avec France Travail et honnêtement, j'ai des concurrentes qui le font, mais qui proposent des choses pas forcément très qualitatives. Ou soit j'ai parfois, du coup, des personnes qui vont d'abord acheter chez la concurrence, mais souvent 3 mois après, elles reviennent et du coup, elles achètent chez nous dans un second temps. Donc finalement, ça nous empêche pas, tu vois, de signer. Après, aujourd'hui, on a plus de personnes un peu plus matures que des personnes en reconversion qui nous contactent, qui sont déjà à leur compte, mais qui veulent surtout aller chercher plus de clients. Donc nous, on a envie d'avoir une cible un petit peu plus, premium et prête à investir. Donc en tout cas, c'est le choix qu'on prend pour le moment, mais je dis pas qu'un jour on ne passera pas le cap, de Calliope. Carrément. Tu parlais du fait que le métier était en croissance, il y avait de plus en plus de besoins d'assistantes administratives virtuelles, etc. Comment tu vois la place de l'IA dans tout ça? Parce que moi, j'ai tendance à me dire, bon, l'IA, il y a des tâches administratives qu'elle va quand même pouvoir faire.
Tu vois, même la relance d'impayés, on se dit qu'une bonne IA, qui passe des appels et tout, bon, ça sera peut-être jamais aussi parfait que quelqu'un, mais je pense qu'il y a beaucoup de tâches qui peuvent être automatisées. Tu te positionnes comme ça comment, par rapport à ça? Et est-ce que tu penses que c'est un danger finalement pour ton activité? Ça, c'est une vraie question. Mes clientes, elles m'en parlent souvent et je m'attendais à ce que tu me poses, cette question. Mais pour le coup, en fait, selon moi, c'est pas un danger, mais par contre, il faut s'adapter à l'évolution. Je dirais qu'un dirigeant, il a toujours besoin d'un bras droit, parce que le métier de chef d'entreprise, c'est pas seulement piloter des IA, il y a les clients à gérer, et cetera. Je pense qu'il y a certaines tâches où on n'aura plus forcément besoin d'assistante, mais par contre, il y a des tâches à plus forte valeur ajoutée, on aura quand même besoin d'une assistante et aussi, je trouve, pour le côté charge mentale, se reposer sur quelqu'un, ça, c'est quelque chose qu'on peut difficilement, je trouve, déléguer à l'IA, au final. Et selon moi, du coup, les dirigeants, ils vont vouloir plutôt des bras droits premium, qui ont aussi une vision stratégique pour les accompagner sur leur développement de leur activité et pas seulement d'une assistante qui, fait, de l'administratif pur. En fait, c'est ça que je pense et après, c'est aussi à modérer parce que, bah, par exemple, vous êtes, totalement à l'aise avec l'IA, mais j'ai beaucoup de clientes qui accompagnent des artisans qui arrivent même pas à passer à la facturation électronique, qui sont encore sur Excel et cetera. Donc tous les chefs d'entreprise ne sont pas encore à tout déléguer à l'IA, parce que beaucoup sont à des niveaux aussi, plus bas de maturité sur le digital. Donc je trouve que ça va dépendre des cibles et selon moi, ça va pas remplacer, mais faire évoluer le métier et du coup, nous, ça fait déjà un petit moment qu'on a pris le parti de former nos clientes à l'intelligence artificielle pour qu'elles puissent, bah, s'adapter, quoi. Mais j'interagis juste sur ça, pardon, parce que ça me fait penser à une chose et après je te laisse la parole. Ça revient totalement à la discussion que j'ai eue avec Marion, du coup, qui est passée par ton coaching, qui est maintenant mon assistante. Et on a fait 2 heures de point lundi. Et typiquement, ce qui en est ressorti, c'est que des axes stratégiques à voir ensemble. Et elle m'a aidé à prendre du recul sur pas mal de décisions, etc. Donc, elle va au-delà aussi de passer des simples appels, etc. Et le dernier point, nous, dans le monde de la formation, on a des choses qui sont assez répétitives. Et j'ai dit à Marion, mais fais des tutos au lieu de répéter à chaque fois la même chose. Et elle m'a dit, mais ce qui fait notre différence aujourd'hui, c'est le fait que je sois de manière personnelle là à expliquer les choses. Et c'est ça qui fait que le client y revient et qu'il y a une vraie satisfaction. Donc, bien qu'il y ait l'IA, etc., demain, c'est vrai que l'assistante virtuelle, et même l'assistante tout court, c'est bien plus qu'une assistante. C'est vraiment la personne aussi qui va remettre de l'humain au cœur de la chose. Et ça, je pense qu'il y a un vrai levier à aller chercher sur ça, quoi. Bah, c'est vrai que je rebondis aussi, mais on voit le positionnement de l'IA vraiment comme un outil du coup et c'est peut-être même tes assistantes qui vont intégrer l'IA sur certains clients qui vont, ouais, être très réticents ou même qui vont pas savoir comment faire et puis tu pointes le doigt sur quelque chose aussi, qui est une certitude pour moi sur l'avenir avec l'IA. C'est qu'il y aura toujours, surtout dans nos business de service, hein, on a tous les 3 des business de service, il y aura toujours une partie des gens qui dans tous les cas voudront avoir que de l'IA et qui s'en fichent en fait que ce soit des humains ou ils voudront le plus simple, le plus efficace. Eux prendront de l'IA, mais tu auras toujours, toujours, toujours une catégorie de personnes qui, même si le travail est automatisé avec l'IA, qui voudront toujours payer pour l'humain. Et ça, bah, toutes les IA du monde ne pourront pas remplacer en fait quelqu'un qui veut payer pour un être humain, parce qu'un être humain, tu as cette proximité, la capacité d'être rassuré, d'être compris, la présence physique tout simplement. Et enfin, c'est comme ça moi que je vois un peu l'avenir des métiers du service pour demain, hein, clairement. Et aujourd'hui, en termes de proportion, on dit souvent assistante virtuelle. Tu as déjà eu enfin, non, toi, tu te fixes vraiment pour les femmes, mais est-ce qu'il y a vraiment des hommes assistants virtuels aujourd'hui? J'en ai jamais vu, donc je ne sais pas si ça existe. C'est une bonne question. En fait, il y en a, bien sûr, mais il y en a très peu. Parce que si on revient un petit peu, avant, c'est le métier d'assistante, c'est anciennement le métier de secrétaire, de secrétariat et depuis toujours, c'est un métier qui est vu par tout le monde comme un métier très féminin. Donc d'ailleurs, moi, j'accompagne, des femmes, pas parce que je refuserais un homme assistant, mais parce qu'en fait, il y a peut-être 1 d'hommes assistants sur toutes les assistantes qu'on peut trouver aujourd'hui et je pense que c'est parce que c'est un métier à connotation hyper féminine. Ouais, c'est vrai que, enfin, c'est vraiment le côté où moi, quand je me suis mis en tête de chercher, quelqu'un pour m'accompagner, je me suis dit tout de suite: «C'est assistante» et je me suis dirigé vers les femmes, mais naturellement, mais parce qu'il y a quasiment que ça. Et un autre point aussi de ton côté, donc, ton business model aujourd'hui, c'est combien tu vends tes coachings? Comment ça fonctionne concrètement? Toi, est-ce que tu es toujours dans l'opérationnel quand tu dis tu accompagnes? Est-ce que tu accompagnes personnellement? C'est quoi un peu ton temps, tes marges et cetera? Comment tu fonctionnes?
Alors nous, on fait des coachings qui sont sur des prix qui vont aller aux alentours de 3 000 € sur un accompagnement qui va durer environ 4 mois. Donc il y a 4 mois de coaching avec des sessions de coaching toutes les semaines. Il y a du groupe, donc moi j'anime les séances de coaching. Héloïse aussi, elle anime les séances de coaching sur la partie plus métier, moi sur la partie vente. On a également formé Alix, une de nos anciennes clientes qui est devenue coach au sein du programme. Donc toutes les 3, on anime les séances de coaching. On se répartit les filles qu'on suit de manière individuelle. On leur donne des exercices, on leur fait les corrections et on fait des appels aussi one-to-one plusieurs fois avec elles dans le coaching. Donc c'est vrai qu'on garde de l'opérationnel, mais aussi parce qu'on aime ça en fait, tout simplement. Et j'ai Marie-Émilie, mon bras droit aussi, qui est customer care et qui est là pour, répondre aux questions des filles tous les jours sur Discord à nos côtés, les chouchouter, voir s'il y a une personne qui s'est pas présentée à plusieurs séances de coaching, l'appeler, comprendre pourquoi, ce qui va pas et cetera. Et j'ai Adèle aussi, qui est avec moi dans mon équipe sur la partie communication, qui va donner des conseils aussi en communication, aux filles. Ok. Donc et on a des promos où on va avoir généralement une vingtaine d'assistantes, par promo sur notre offre, globale. Et après des fois, on fait des plus petits coachings aussi sur des thématiques spécifiques, par exemple, que sur la prospection, plusieurs promos dans l'année. Et on a un club, VIP AV où il y a, par exemple, ton assistante Marion, dedans. C'est elle qui m'a donné l'idée de le créer, d'ailleurs. Trop bien. Où on continue de les suivre après pour celles qui ont envie d'encore de coaching et d'une communauté de suivi, suite au programme. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Donc finalement, ton opérationnel, il reste quand même beaucoup dans le coaching et le fait de délivrer la valeur première. Est-ce que tu as envie de déléguer tout ça à terme ou est-ce que tu veux quand même garder ce lien après, si tu délègues, qu'est-ce que tu vas faire aussi? C'est toujours la question. Je t'ai coupé, peut-être que... Non, 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 du tout. C'était exactement ça. Je me dis aujourd'hui, ton business, il est encore corrélé un peu à avec ton temps et avec ton image aussi. Parce que je pense que c'est toi qui attire aussi les gens. Comment tu vois l'évolution? Est-ce que tu as envie de stabiliser comme ça ou est-ce que tu as envie de voir plus gros? Bah, en fait, dans tous les cas, j'aimerais toujours garder le live et le coaching de mes clientes, en partie parce que j'aime ça et je pense que je leur transmets mon énergie, ma motivation et ce serait dommage, de le perdre. Donc ça, j'aimerais le garder et après par contre, c'est vrai que déléguer beaucoup de choses à mon équipe comme j'ai commencé déjà à le faire, ça m'aide beaucoup et avant, j'avais la croyance de me dire: «Mince, si elles ont d'autres personnes, les filles, elles vont pas apprécier». Alors qu'au final, là, par exemple, Marie-Émilie, mon assistante bras droit et customer care, elle intervient beaucoup plus sur la réponse aux questions et mes clientes, elles me disent toutes: «On adore Marie-Émilie, ses réponses, elles sont trop bien, elles sont hyper détaillées» et cetera. Donc je me rends compte que c'est pas forcément un frein que l'on soit plusieurs, et de déléguer, quoi. Et au niveau du tarif à l'entrée, enfin les 3 000 €, enfin, comment tu réussis à faire payer 3 000 € aux assistantes à ce niveau-là? Moi, par exemple, je faisais des coachings LinkedIn, et cetera. Ne serait-ce que, enfin, j'ai eu beaucoup hein, d'assistantes virtuelles qui m'ont contacté par rapport à ça et qui voulaient se développer au niveau commercial, mais ne serait-ce que de leur faire payer 300 balles de coaching, c'était compliqué. Toi, comment tu arrives à le faire et quel est un peu ton process de vente sur ça? Alors, déjà, on attire des personnes, je pense, qui sont convaincues quand elles arrivent en appel de vente parce qu'elles nous suivent, sur tous nos contenus Instagram, LinkedIn et YouTube. Voilà, donc déjà par la création de contenu. Ensuite, je fais régulièrement des masterclass, en ligne où on prend 1 heure et demie, on leur explique notre pédagogie, notre méthode, on donne des conseils et on a beaucoup de clientes qui viennent témoigner en direct, que ce soit lors de masterclass, lors de live Instagram et cetera et même mes clientes, souvent, elles se rendent disponibles pour échanger avec les assistantes si elles ont des questions ou des craintes et en fait, elles voient tellement les success stories de mes clientes qu'elles comprennent qu'il y a un retour sur investissement. Ce qui est le cas parce que je les force à prospecter. Donc je leur laisse, pas trop le choix et après on trouve aussi des solutions de paiement, des facilités de paiement et cetera pour pouvoir leur permettre d'investir sur elles et elles comprennent on leur explique vraiment le retour sur investissement qu'elles vont avoir en mettant en place, bah, surtout des actions de vente concrètes. Donc entre tout ça, elles, décident d'investir, quoi. Parce que je me disais par rapport à ça, typiquement si tu vends 3 000 € ton coaching à peu près, on va dire qu'une assistante virtuelle, elle se vend derrière 30 €, 40 € de l'heure, même parfois un peu moins ou plus. Bah, en tout cas, celles avec qui j'étais en relation, c'était plutôt aux alentours de 30-40. C'est-à-dire qu'elles acceptent à minima de travailler, on va dire, une centaine d'heures gratuitement après.
Parce que c'est-à-dire, si elle paye 3000 balles de ton côté, on va dire, allez, on part sur une base de 30 € de l'heure, même si c'est plus. C'est-à-dire que ces 100 premières heures de clientèle derrière sont pour absorber, entre guillemets, le coaching. Ça, c'est des calculs qu'elles font spécialement de leur côté ou pas plus que ça? Et toi, comment tu le vends finalement au niveau marketing derrière? Alors déjà, mes clientes, je les encourage plutôt à facturer entre 40 et 55 € de l'heure. Marion, n'écoute pas. Écoute pas ça. Parce qu'en dessous de 40 €, là, aujourd'hui, c'est compliqué d'être rentable en réalité en 2026. Donc déjà, mes clientes, elles sont plutôt premium et elles facturent, plus cher et souvent, elles sont dans des situations où, par exemple, elles sont déjà lancées, mais soit elles n'arrivent pas à faire du chiffre, soit elles ont fonctionné par le bouche à oreille, elles ont perdu un gros client et là, elles se rendent compte qu'elles ne savent pas se vendre et qu'elles sont bloquées. Donc déjà, elles sont prêtes à investir parce elles se disent: «Bah, je vais être débloquée» et effectivement, si j'investis 3 000 € mais que derrière je suis capable, de signer des clients à 50 € de l'heure, bah, en fait, je vais avoir un retour sur investissement sur le long terme, plus long et aussi après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le coaching, même quand le coaching est terminé, nous, on est toujours disponible pour elles. On organise plusieurs événements physiques qu'elles ont accès, dans l'année. Elles ont accès à toutes les mises à jour, à nous. J'organise souvent des déjeuners et cetera. Donc il y a aussi un fort côté de sororité et de communauté, je dirais, qui les embarque et qui font que, bah, il y a une vision long terme où même moi, je trouve que mon prix, il est pas cher par rapport à tout ce que je donne, dans le coaching, quoi. Non, mais c'est sûr, mais après, ça reste quand même des métiers, l'assistante virtuelle, où moi, encore une fois, Marion est géniale. Avec elle, je crois que je suis à 45 € de l'heure à peu près avec elle. Mais demain, si elle m'annonce un 60 € de l'heure, je suis plus rentable spécialement sur ça. Autant que j'embauche quelqu'un en CDI, limite, qui va me faire ma presta avec moi. Donc en fait, ça reste quand même un métier à minima capé. Et la grosse valeur ajoutée de Marion, par exemple, qui est avec moi, c'est le côté stratégique. Et ça, bien sûr, ça se paye. Mais j'ai l'impression que finalement, les bonnes assistantes virtuelles, au final, vont prendre de la hauteur et ne vont plus faire la tâche pour laquelle on l'a recruté de base et être plutôt effectivement ce côté bras droit, etc. Et j'ai l'impression que dans ce type d'industrie, et je le vois typiquement Marion qui de base était vraiment sur de l'opérationnel pur, bah maintenant ça commence un peu, si je peux dire, un peu l'emmerder par rapport à ça parce qu'elle sent qu'elle a beaucoup plus à délivrer. Donc ça pousse à toujours devoir prendre finalement quelqu'un d'autre qui débute. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'assistante virtuelle aujourd'hui ultra capée et qui reste dans une partie quand même opérationnelle. Ça sera l'IA. Ou ça sera potentiellement l'IA, mais est-ce que c'est ça qu'on veut ou pas? Du coup, je Bah, vous laisse. l'assistante pourra coordonner des IA peut-être qui feront entre guillemets, le sale boulot et elle restera chef d'orchestre comme aujourd'hui dans beaucoup de boîtes. Il y a beaucoup moins de juniors parce que les juniors sont remplacés par des IA. Après, tu auras peut-être une réponse beaucoup plus pertinente que moi sur le sujet. T'es prête à dégainer là? Ouais. En fait, ça dépend vraiment. Je vois que j'ai les 2 dans mes clientes. Il y en a soit elles se disent: «Moi, je veux être complète», par exemple, je vends 25 heures par semaine, je fais 5 000 € par mois, je gère mes 5 clients, récurrents et ça me suffit parce qu'elles veulent, se concentrer sur leur vie de famille ou d'autres choses et elles ont pas forcément pour ambition d'aller plus loin, mais ce qui est très bien en soi. Enfin, je veux dire, c'est parfait comme ça et j'ai des personnes comme Marion, par exemple, que j'accompagne ou d'autres qui ont envie d'évoluer, et où elles réussissent à dépasser ce cap et c'est ça part par 2 manières différentes, en fait. Soit, elles développent du consulting ou du coaching sur leur expertise. Par exemple, Marion, elle développe du consulting pour les formateurs et cetera. J'ai des clientes qui ont lancé du coaching en gestion financière parce que c'est leur expertise et cetera. Ou alors, j'ai accompagné plusieurs de mes clientes à passer de solo à agence d'assistante et elles ont une agence, notamment en local parfois. Moi, par exemple, j'ai Serena, elle a une agence sur Toulon et elle a 5 assistantes qu'elle place chez toutes les entreprises de Toulon, quoi, en gros. Donc, après, il y a différents leviers de développement pour les assistantes, quoi. J'ai l'impression du coup que tu formes quand même plus des gens qui sont destinés derrière à soit se constituer un peu plus en agence, soit développer une offre un peu plus quali que le simple assistant virtuel qui va faire des relances d'un pays ou autre. J'ai l'impression quand même que les gens qui viennent te voir, ils ont quand même l'ambition de gapper un peu plus quand même. C'est vrai que j'ai des clientes plutôt ambitieuses et qui ont des positionnements premium. J'ai aussi des personnes débutantes qui veulent simplement atteindre leur chiffre d'affaires, mais j'ai aussi des personnes ambitieuses ou qui viennent d'abord avec un postulat de débutante, mais après qui ont envie de plus. C'est quand même assez, courant, ouais. Et toi, de ton côté, au niveau de, tu dis l'IA qui pourrait remplacer, etc. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas mis en place une IA qui fait les impayés, le tester?
On est super content en fait du travail de Laura et que c'est du temps à passer à mettre en place quelque chose, à tester, qu'on passe pas ailleurs à développer la boîte finalement. Et c'est ce qu'on recherchait dans les services de Laura hein, finalement. C'était d'avoir quelqu'un qui puisse prendre en charge cette tâche qu'on n'a pas envie de faire et qui nous prend du temps et qui fasse bien son boulot, ce qui est le cas. Et remplacé par l'IA, certes, mais derrière, c'est le temps aussi qu'il faut trouver pour remplacer. On a autre chose à faire, clairement. Donc, je voulais revenir, moi, sur tu en as pas forcément beaucoup parlé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quoi un peu ton parcours pour en arriver jusque-là? Enfin, tu viens d'où? Qu'est-ce qui fait que tu es devenue une femme entrepreneuse aujourd'hui? J'aimerais en savoir un petit peu plus sur ça. Ouais, c'est une bonne question. Alors de mon côté, j'ai un master en stratégie digitale et en fait, j'ai fait toutes, mes études en alternance. J'ai notamment travaillé dans des agences de communication, lyonnaises, où j'étais community manager. Voilà et déjà j'avais une vision plus vente, quand mes patrons, ils me disaient: «L'objectif, c'est juste d'être visible», ça m'embêtait un petit peu et moi, je voulais aider, mes clients à faire de l'acquisition. Donc déjà, ça m'avait donné un petit peu l'idée d'accompagner, là-dessus. Mais surtout, quand j'étais étudiante, je me suis fait la réflexion et je me suis dit: «Là, je suis payée pour ma compétence, pourquoi je le ferais pas en freelance à côté?» Ça me ferait des revenus en parallèle, de mes études, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc je me suis lancée en parallèle de mes études et vu que j'avais beaucoup développé LinkedIn pour trouver des alternances, je faisais des carousels actualités réseaux sociaux toutes les semaines et cetera. Je faisais beaucoup de création de contenu. J'avais un personal branding assez fort qui m'a permis d'aller chercher, mes clients quand j'étais étudiante assez facilement et après j'avais pas quand même envie de me lancer tout de suite en freelance parce que j'avais un petit peu peur. Du coup, j'ai signé un CDI dans mon agence, mais ça s'est mal passé. J'ai été licenciée au bout de 10 jours. Ah oui, ça s'est vraiment mal J'aurais passé, ouais. j'ai eu une expérience très courte dans le salariat et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, j'ai qu'à me lancer à 100 en freelance. Je me laisse 1 an et puis si ça marche pas, c'est pas grave, je reprendrai un CDI». Et en fait, j'ai investi dans un coaching en vente et tout de suite, j'ai atteint mes objectifs de chiffre d'affaires, très rapidement et c'est là aussi où j'ai eu le déclic que je préférais la prospection que mon métier de community manager et c'est là où j'ai compris que ma valeur ajoutée, elle était plus dans l'accompagnement et dans la vente que, sur la partie, communication pure et j'en avais marre d'être CM parce qu'en agence, j'avais déjà accompagné une trentaine de clients différents et cetera. J'avais fait le tour. Donc j'ai lancé mes coachings en individuel. J'en ai fait une vingtaine, ça a marché. Je me suis dit: «Bah, je vais lancer mes coachings de groupe». Donc là, j'ai lancé à l'époque, Destination Girl Boss. Je formais principalement des assistantes sur la vente et d'autres types de femmes entrepreneurs et après ainsi de suite, j'ai recruté, j'ai, développé, mon acquisition, mes coachings et voilà. Et là, tu es en quoi comme statut? Tu en SASU, tu en quoi? Je suis en EURL et là, vu que je suis en train de m'associer, bah, on passe en SARL du coup. SARL, OK. Tu parlais du personal branding, comme quoi ça t'avait amené beaucoup de clients. C'est quelque chose, tu as appris à le faire? Comment tu l'as développé? C'était inné? Je suis très curieux, surtout que Romain, Moi, j'ai plein de c'est questions par rapport à c'est ça. ton dada aussi, donc je serais curieux d'en savoir plus sur ça. Bah, vu que j'étais community manager en agence, déjà la communication pour moi c'était facile et et du coup c'était un petit peu inné en réalité parce que, je me suis dit: «Bon, bah, je vais créer du contenu pour trouver mes alternances». Je faisais un peu comme Hugo Décrypte mais version réseaux sociaux. Ça marchait super bien et après, bah, j'ai testé des méthodes, j'ai ajusté et cetera jusqu'à atteindre les résultats. Même si j'ai suivi aussi quand même beaucoup de coaching. Depuis que je suis entrepreneur, j'ai investi dans beaucoup d'accompagnement, beaucoup de formations, pour monter en compétences et aujourd'hui, mon canal d'acquisition principal, c'est plutôt Instagram, même si je continue, LinkedIn. Donc c'est vrai que le personal branding, ça m'apporte beaucoup, même si j'ai d'autres méthodes d'acquisition. Et moi, j'ai une question par rapport à ça et l'univers du personal branding. Typiquement, toi, tu en as un fort et aujourd'hui, tu es jeune, tu es dynamique, ça fonctionne bien pour toi et ça se voit sur LinkedIn. Tu as ce côté où tu mets des photos et tout, ça fonctionne bien. Moi, la problématique que j'ai eue quand j'accompagnais, par exemple, des assistantes virtuelles sur LinkedIn en disant, ben, c'est un Eldorado quand même, il y a des choses à faire, ou même sur Instagram, j'ai envie de dire, nous, on est dans notre dynamique. Encore une fois, on a du temps, on peut se mettre sur LinkedIn, on a des belles photos à mettre, etc. Demain, j'accompagnais Christiane, tu vas lui dire, mets des photos, etc. Quand tu sors, il faut que tu mettes des photos. En fait, il y avait tellement de leviers, il y avait tellement de caps à aller passer. On a beau lui donner toutes les meilleures pratiques, on a beau l'accompagner,
objectivement, ça lui rapportera 0 client sur LinkedIn. Il y a trop d'étapes à aller chercher par rapport à ça. Et toi, quel est un peu ton avis sur le sujet? Est-ce que selon toi, sur LinkedIn, tout le monde est capable à la même échelle d'aller chercher une grosse personal brand ou ça reste quand même assez limité quoi qu'il arrive? Alors, je trouve que pour réussir à avoir, des clients et vivre de son activité, on n'a pas besoin d'avoir un personal branding forcément exceptionnel parce qu'en soi, si on est que sur de l'opérationnel, il suffit de signer 5 clients pour être, rentable. En revanche, je vais pas forcément recommander les mêmes méthodes pour toutes mes clientes. J'ai des clientes qui vont faire plutôt de la prospection en physique, j'ai des clientes qui vont se développer sur LinkedIn, se développer sur Insta, d'autres qui vont prospecter par mail et téléphone, donc on adapte. Mais par contre, je trouve que c'est quand même une étape obligatoire, même pour une personne qui est moins à l'aise, parce que nous, on le voit aussi sur le côté placement. Les dirigeants, ils vont toujours scruter les profils LinkedIn, Insta et si la personne, elle a fait aucun effort, bah, elle va pas être choisie. Donc on est quand même obligé, je trouve, de passer par cette étape-là, même si, une personne, bah, qui est pas à l'aise, elle peut se dire: «J'ai un profil bien optimisé, je communique, mais je mise plus, sur la prospection, physique», par exemple. Parce que par rapport à ça, je me dis, comme tout le monde n'a pas le même niveau aujourd'hui, moi je l'ai vu, hein, encore une fois, admettons, on reprend le cas de Christiane aujourd'hui, elle serait capable à terme, mais ça demande une montée en compétences qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus d'implication aussi. Et toi, comment tu gères ton temps par rapport à ça? Parce que parfois, il y a l'équilibre à trouver entre, si on passe 10 heures de plus, oui, on va arriver à poster régulièrement et cetera, mais toi, du coup, tu es moins rentable si tu passes énormément de temps pour elle, pour ça. Comment tu arrives à gérer cette situation? Est-ce que là, à certains moments, tu es capable aussi de dire: «Bon stop, ça rentre plus dans le cadre» et elle se débrouille un peu de son côté, quoi? Je sais pas si ma question est claire et si tu vois ce que je veux dire par rapport à ça? C'est vrai que toutes nos clientes, avancent pas au même rythme, c'est logique parce que tout le monde, n'est pas aussi, à l'aise. Après, on a quand même pris l'habitude de ce genre de cas parce qu'on accompagne des femmes qui ont des complexes, qui ont des craintes, qui ont beaucoup de peur, qui ont pas forcément un bon passage à l'action. Donc je dirais que déjà on leur fait faire valider des choses de base, de type, bien optimiser ton profil, faire tes premières publications et cetera. Mais maintenant, on va leur donner des conseils aussi adaptés. Par exemple, si on voit qu'une, elle est pas vraiment à l'aise sur LinkedIn, on se dit: «Bon, on va prendre plus de temps pour le développer». Enfin, en tout cas, tu vas prendre le temps parce qu'il faut aussi les responsabiliser. Mais, quel levier tu serais plus à l'aise? Et il y en a certaines, ça va être d'autres leviers et du coup, on va plus développer d'autres leviers qui vont leur permettre, tu vois, d'atteindre leurs objectifs. Après, pour le coup, quand tu investis dans notre coaching, si tu nous demandes, 100 heures de travail ou 10 heures de travail, bah, tu payes le même prix et dans tous les cas, on est disponible pour répondre à toutes ces questions et l'aider jusqu'à qu'elle atteigne ses objectifs. Donc ça, bah, on est patiente aussi, quoi. Mmh. Toi, c'est un objectif du coup de résultat finalement dans ton coaching, tu le contractualises ou tu le fais naturellement, mais vraiment tu pas quand même obligé qu'il y ait le résultat derrière? Qu'est-ce que tu promets finalement dans ton appel de vente? Ouais. Alors nous, on a quand même des objectifs de résultats parce qu'on se positionne comme un coaching orienté sur la prospection, et la vente. L'objectif pour nous déjà, premier, c'est qu'elle génère des rendez-vous. Avant même de convertir, déjà, c'est d'être capable de générer régulièrement des rendez-vous et pour ça, on leur fait faire des choses pendant toute la durée du coaching, des actions pour qu'elles génèrent d'abord des retours sur leur étude de marché, ensuite sur des appels découvertes, sur de la prospection et cetera. Néanmoins, on adapte plutôt la durée dans le sens où on a certaines clientes, on sait qu'elles ont un fort passage à l'action et en 3 4 mois, elles ont déjà signé leurs clients parce qu'elles ont bien fait ce qu'on leur a dit, tout simplement. Et on a des personnes qui cogitent énormément, qui vont poser 20 questions à chaque fois avant d'agir et dans ce cas-là, on leur dit: «Ben, là, toi, dans ton cas, tu vas plutôt mettre 6 mois plutôt que 3 mois, par exemple, pour atteindre, les résultats». Mais ça, honnêtement, elles ont toute l'intelligence de le comprendre et c'est OK pour elles, quoi. Oh, moi, c'est ce qui m'avait un peu épuisé. À l'époque, j'avais un peu une communauté comme toi, mais à moindre échelle. Et en fait, moi, ce qui m'a épuisé, c'est que parfois, il y a certaines personnes qui rentrent dans la communauté et tu sais très bien que ça sera très, très compliqué pour elles. Et c'est toujours l'équilibre de dire, bon, est-ce qu'on va quand même faire du coaching et on va quand même faire la démarche, bien que je sais très bien que dans 1 an, 2 ans, bah, tu vas arrêter ton activité parce que tu vas retomber potentiellement dans un salariat, ou est-ce que il faut dire stop directement? C'est toujours l'équilibre à trouver. Toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir des personnes à l'entrée où tu leur dis, bon là, c'est vraiment pas possible, il se passera rien, quoi qu'il arrive, autant que tu redeviennes salarié et c'est mieux pour toi. Ou de refuser carrément des clients finalement, avant même signature, ouais.
Alors ça nous arrive de refuser des clients et en fait maintenant, j'ai mis des questions dans le formulaire et si déjà la personne, je vois qu'elle est pas qualitative, j'annule même le rendez-vous. Ah oui. Donc j'annule régulièrement des rendez-vous. Si la personne, elle me dit: «Non, je suis pas prête à investir, je suis là simplement pour gagner de l'argent facile, j'ai pas envie», mais des fois les gens le disent, hein, dans les formulaires. Du coup, j'annule les rendez-vous et honnêtement, les personnes qui investissent 3 000 €, c'est quand même des personnes motivées. Donc on n'a pas non plus trop ce problème. Mais si on ne sent pas une personne, on annule, on la signe pas et cetera. Déjà, en fait, on fait un tri et du coup, on n'a pas trop ce problème. Mais le prix, ça permet aussi de faire le tri quand même sur des profils, comme ça, honnêtement. Et après, quand on a des personnes où on sent qu'elles ont des difficultés parce que, bah, ça arrive, on leur téléphone. On leur dit, pourquoi, là, tu arrives pas à mettre ça en place, qu'est-ce qui te bloque et cetera et on voit pour les débloquer, on leur met en place des plans d'action, quitte à ce que ce soit, plus long. En fait, à la fois, on les materne et à la fois, on essaie de les responsabiliser. On essaye vraiment de faire les 2 quoi. C'est vrai que je me souviens, on avait eu une discussion, toi, sur, la méthode 365 à l'époque, sur le prix justement, où on avait plus ou moins, émis l'hypothèse que plus tu allais, faire payer cher, plus potentiellement les gens seraient motivés et tu pourrais faire un gros tri à l'entrée finalement, parce que c'est vrai que 3 000 € c'est quand même une somme, si tu as des facilités de paiement et je me souviens, on était à Dubaï dans le souk à ce moment-là et tu voulais prendre la décision, mais en fait, tu savais que ça allait être compliqué parce que les gens, même ceux actuellement, n'auraient pas été prêts à payer plus cher. Et même, j'avais pas la force, en fait, j'avais pas la force de monter quelque chose comme toi aussi. Et ça, c'est une réalité. Moi, je faisais payer 365 € à l'année. Et la problématique, c'est que, en fait, les gens, ils venaient avec toutes leurs problématiques à ce niveau-là. Mais je devais même régler des problématiques. Moi, j'avais pas mal de coachs de vie, etc. Et je devais régler des problématiques de Romain. Je sais pas comment synchroniser mon adresse Gmail, etc. Et en fait, la difficulté, c'est que moi, je veux bien t'aider, mais tu as payé que 365 €. Si je mets 1 heure à synchroniser ton adresse Gmail, ou même si je mets 10 minutes, mais j'ai pas le temps pour ça. Donc, j'étais dans un espace où ils payaient pas assez cher pour que je réponde à toutes leurs problématiques, mais comme je pouvais pas répondre à toutes leurs problématiques, ils avançaient pas, et ça faisait un engrenage qui allait pas, quoi. Et d'où la phrase, le pas cher coûte très cher. Et toi, tu as totalement raison de te positionner plutôt premium, et au moins, quand quelqu'un te demande de, au pire, synchroniser l'adresse Gmail, bah, tu prends les 10 minutes pour le faire parce qu'ils ont payé pour aussi, quoi. Bah, du coup, ouais, on peut parler du prix. Est-ce que tes concurrents, parce que tu parlais de tes concurrents tout à l'heure, comment ils se situent? Est-ce qu'ils ont les mêmes niveaux de prix? Est-ce que tu en as beaucoup, de concurrents identifiés sur ton secteur? Alors oui, il y a beaucoup de concurrents, mais nos concurrents, c'est plus des assistantes qui ont lancé leur formation pour assistantes et souvent elles les accompagnent plutôt sur de la formation en ligne que du coaching et plutôt sur la partie métier et pas du tout sur la partie vente. Après mes concurrentes qui font du coaching, elles sont sur des tarifs entre 3 000 et 5 000, 6 000 € le coaching. Donc même, d'ailleurs, même, des formations en ligne, comme Live Mentor, vu qu'ils sont CPF, ils vont facturer aussi cher, hem, pour moins de coaching, par exemple et cetera. Donc oui, on a des concurrents et pour le coup, on n'est pas dans les fourchettes tellement «hautes» entre guillemets, sauf si on compare à de la formation en ligne, mais c'est pas du tout, le même produit, quoi. Mais pour moi, tu as un vrai levier à aller chercher sur ce côté quand même un peu CPF ou même reconversion. Enfin, vraiment, enfin, on en rediscutera, etc. Mais moi, je le vois, hein, j'ai énormément de demandes entrantes sur ça, alors que je le fais pas. Mais vraiment, je te mettrai en relation avec la personne que je t'ai dit tout à l'heure, parce que oui, tu vends 3 000 €, mais demain, si France Travail est capable de mettre 9K sur la table pour ça, bah, autant les prendre, quoi. Faut avoir un bon fonds de roulement, un peu de trésor côté pour, Ouais, mais après, oui, un bon fond de roulement, mais après, j'ai envie de dire, la première problématique, c'est les 2 premières formations que tu fais où tu as besoin de fond de roulement sur ça. Mais une fois que l'engrenage il est lancé, si tu en as de manière lissée sur toute l'année, c'est parti, quoi. Hem, Ouais, moi, mon plus gros frein, c'est d'avoir des clientes qui sont pas investies, quoi. vu que c'est l'État qui paye. ouais, mais c'est de la j'ai envie de dire, c'est de la reconversion, elle a choisi sa reconversion. Après, à partir du moment, ça reste quand même une enveloppe où elle a 9K à disposition. Si elle les met là, c'est elle les met pas ailleurs. Donc, mine de rien, elle a quand même ce truc de dire: «Bon, j'ai pas sorti de ma poche, mais j'aurais grillé une enveloppe qu'on m'a offert de 9K que j'aurais pu mieux utiliser autre part».
Donc, je pense que moi, toutes les formations financées par France Travail que j'ai fait, les gens étaient hyper investis parce que c'est dans le but de retrouver du taf derrière et ils ont ce stress avant tout de pas aller bosser à l'usine parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de taf ou faire de l'intérim. Donc, mine de rien, je pense qu'il y a un vrai levier. Parce que je À plante voir. la graine, réfléchis à ça. Si ça colle pas à tes critères, tu vois, au niveau d'engagement, ou si tu vois que la personne, elle est juste là pour cramer son pognon, ce France Travail lui a dit de faire, ça peut être aussi quelque chose, tu peux encore aussi disqualifier les gens. Du coup, tu parles beaucoup quand même de closing, de vente dans tout ce que tu nous as présenté. C'est quoi un peu, toi, tes méthodes que tu enseignes notamment en coaching pour justement arriver à la réussite? Parce que c'est bien de la guerre, hein, si tu vends rien. Enfin, c'est le titre du podcast, tu vends rien, tu fais rien. C'est quoi tes méthodes? Alors moi, ma méthode phare, c'est la prospection. C'est pas trop à la mode, c'est pas trop, ce qui est le plus valorisé, mais moi j'adore ça et je trouve que c'est efficace. Donc je forme, toutes mes clientes, sur la partie, prospection. La prospection, on fait beaucoup prospection sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram et LinkedIn avec contenu et prospection par message privé. Beaucoup de mes clientes assistantes notamment ont des, clients à elles qui vont être présents sur LinkedIn, mais parfois aussi, sur, Instagram, hein, par exemple, quand elles ciblent des coachs, des formateurs, des thérapeutes, plein de choses comme ça. Mais je les accompagne aussi sur, d'autres types de prospection. Par exemple, prospection physique, sur événements et même mail et téléphone. Parce que j'ai certaines clientes qui vont accompagner, par exemple, des commerçants, des pros du BTP. Donc eux, on va pas les avoir, sur les réseaux sociaux, quoi. Et en termes de prospection, quand tu dis LinkedIn, Insta, c'est envoyer des messages personnalisés ou c'est aussi la phase un peu automatisation? Est-ce que tu les pousses à faire de la masse ou plutôt de faire de l'ultra niché? Moi, je prends plutôt le parti pris de l'ultra niché. Je trouve qu'aujourd'hui, arriver avec ses gros sabots en disant, «Bonjour, je m'appelle Romain, je suis formateur, je fais ça, est-ce que tu es intéressé?» par exemple, ça fonctionne plus trop. Les gens, ils en ont trop marre de recevoir ce genre de messages et même mes clientes, c'est plutôt des femmes qui sont douces. Donc en fait, ça correspond pas du tout. Donc nous, on prend plutôt le parti pris de prendre le temps de vraiment s'intéresser à la personne et de voir si il y a une problématique et c'est oui, de proposer un appel, découverte, quoi. Oui, parce que c'est vrai que moi, les messages de prospection, j'en reçois 3-4 par jour, je ne réponds même pas ou je mets juste un pouce parce que je sais que ça va arrêter la boucle. Mais c'est insupportable. Moi, j'y crois plus du tout à la prospection en ligne, du moins en massive comme on l'a fait il y a quelques années. Je serais curieux de voir un petit peu le processus, qu'est-ce qu'elles envoient comme message, le premier message notamment. Parce que moi, il y a des messages, je vois que c'est cramé, que c'est de la prospection, ça m'intéresse pas. Elles envoient quoi de leur côté? C'est vraiment, déjà au niveau des cibles, c'est plutôt gérante d'entreprise et parce que la question, je me dis, toi, tu as formé pas mal de monde aux quasiment les mêmes techniques. Je me dis, au bout d'un moment, admettons sur la région lyonnaise, tu dois avoir un peu plus de monde. Je sais pas comment ils sont répartis tes clients, mais Alors moi, j'ai des clients en fait, j'en ai même pas plus sur Lyon parce que j'ai des clientes en France, mais dans les DOM-TOM, j'en ai pas mal aussi, OK. Belgique et Suisse. Du coup, elles sont vraiment éparpillées, mes clientes. OK, parce que je me disais, admettons sur Lyon, si tu formes, 50 assistantes sur la même cible pour envoyer la même technique, c'est là où c'est compliqué et comment tu arrives à gérer ça un petit peu? Déjà, est-ce qu'il y a effectivement du travail pour tout le monde? Après, je juge que oui, si tu le fais et comment tu arrives à gérer? Tu arrives à donner des messages assez personnalisés à chacune vraiment ou mine de rien, tu donnes à peu près la même technique et c'est à celle qui ira le plus vite qui gagnera, quoi? Alors déjà, pour moi, il y a du travail pour tout le monde parce que en France, on répertorie environ 30 000 assistantes indépendantes pour 4,5 millions d'entreprises si j'inclus solopreneurs et PME. Du coup, selon moi, il y a largement du travail, pour, tout le monde. En plus, il y a des nouvelles entreprises qui se créent et qui vont avoir besoin d'une assistante. Il y a une forte croissance dans l'entrepreneuriat. Donc là-dessus, ça ne fait pas de doute et elles vont pas se tirer dans les pattes parce que déjà mes clientes, elles ont des niches et des offres ultra différentes. Tu vois, par exemple, j'ai des clientes, elles vont être spécialisées que appel d'offres, certaines que Calliope, certaines vont accompagner que les pros du paysage, Ça, c'est bien. certaines vont accompagner que les architectes. Hem J'ai certaines qui vont être spécialisées dans, la partie, fiche de paye. Enfin, du coup, elles sont toutes quand même uniques et différentes avec une cible différente. D'ailleurs, par contre, je ne crois pas au fait qu'aujourd'hui, ça marche encore de dire, «J'accompagne toutes les PME, sur, une offre ultra globale».
Ça, par contre, je leur déconseille parce que ça se noie dans la masse. Mais du coup, elles vont toutes avoir une niche et une offre unique et après une prospection adaptée. Même, tu vois, c'est souvent ce que je leur dis, un produit BTP, on va pas le trouver au même endroit qu'un formateur, par exemple. Donc on va adapter la méthode de prospection et ensuite, moi, je leur enseigne différentes manières, mais elles vont aussi mettre leur personnalité. Donc par exemple, si j'en ai qui aiment bien faire de l'humour, bah, on va faire de l'humour dans les messages de prospection. S'il y en a qui aiment bien être, très douces et lentes, elles vont prospecter une personne pendant 3 semaines avant de proposer un appel. S'il y en a qui sont cash, elles vont être beaucoup plus rapides. Donc après, il y a ça aussi à tenir en compte, ce qui fait qu'on peut avoir des approches assez, uniques. Et enfin, selon moi, ça reste mathématique la prospection. Si tu as une bonne méthode, si tu prospectes 100 personnes, tu vas forcément avoir quelques rendez-vous de décrochés. Donc ça va forcément fonctionner, tu vois? Et je me dis par rapport à ça, tu formes aujourd'hui des assistantes virtuelles et encore une fois, tu nous parles énormément de prospection. Pourquoi pas demain former des femmes à devenir plutôt commerciales, enfin ouvrir finalement une nouvelle branche de ton activité avec un nouveau axe de formation? Parce que ça, typiquement, moi j'en aurais fortement besoin aujourd'hui, par exemple, de quelqu'un qui va être un bon commercial, ne serait-ce que pour bien réceptionner les appels, etc. Et j'ai positionné un petit peu Marion dessus, mais elle me répète tout le temps, c'est pas mon taf, j'aime pas non plus faire ça et je suis pas la plus compétente pour le faire. Demain, est-ce que ça serait pas une évolution aussi de ton activité? Alors déjà, j'ai quelques clientes qui ont tellement aimé la prospection et le closing pendant le coaching qu'elles sont devenues, setters closers pour leurs clients. Donc déjà, j'ai des clientes assistantes qui proposent ce service. Bon, ça reste minime parce que c'est rare que ça devienne la passion de toutes mes clientes, mais j'en ai certaines qui le font. Et pour être totalement sincère avec toi, ça, je l'avais commencé à bien le développer avec Destination Girl Boss, mais à un moment donné, j'ai eu du mal à, tu vois, mettre mon énergie de partout dans plusieurs coachings de groupe en même temps, etc. Donc là, pour le moment, je me suis focalisée sur ce qui fonctionne le mieux pour moi, donc le coaching pour assistante virtuelle et le placement d'assistante. Mais c'est vrai que j'y ai déjà pensé pour la suite, quoi. Je pense qu'il y a un vrai besoin Bah, surtout que le marché, là, je pense, est beaucoup plus gros parce que les entreprises ne s'arrêtent généralement pas à un seul commercial. Et puis, bah, pareil pour le sujet remplacement par les IA, c'est vrai que c'est encore un métier, je pense, qui va quand même perdurer dans le temps. Et par rapport à ça, toi, de ton côté, c'est quoi tes axes de prospection? Donc, j'ai bien compris, il y a LinkedIn, Insta. Combien de rendez-vous? Est-ce que c'est toi qui fais tes rendez-vous? Est-ce que tu as des personnes aussi qui t'accompagnent au niveau de la prospection? Comment viennent tes clients? Est-ce que tu as des gros tunnels de vente? Est-ce que tu fais des gros webinaires un peu comme on le voit avec énormément de pubs? Dis-nous un peu comment tu fonctionnes de ton côté. Alors déjà, un peu de tout ça, mais mon acquisition, elle se fait à 70 je dirais, via mon compte Instagram personnel et aussi en grande partie via mon compte, LinkedIn. Donc, demande entrante? Ouais et surtout via la communication. J'ai des assistantes qui viennent me suivre tous les jours et après moi, je vais aller les prospecter. On est 3 sur la partie prospection et closing. Héloïse, Alix et moi, parce qu'on est toutes coachs dans le programme, donc on estime qu'on est les meilleures pour vendre notre programme. Voilà. Et vous êtes toutes à 50, enfin, 33, 33, 33 par exemple, au niveau où c'est toi? Ah, moi qui vais en prendre le plus. D'accord. Voilà. Et Héloïse, elle va aussi, prospecter avec son propre compte, mon associée, parce qu'elle a aussi un personal branding, qui est efficace. Donc c'est beaucoup communication et prospection. Moi, j'adore la prospection, donc je prospecte, hein, dans mes DM, dans mes messages privés et cetera. Donc comme ça, déjà, on génère, régulièrement des nouveaux appels découvertes et on a également mis en place des tunnels de vente. Donc on organise régulièrement des masterclass. Ça nous permet de signer un volume important, de clientes, notamment en janvier, en septembre, sur les grosses périodes. Ça va nous permettre de remplir, nos promos. Donc des masterclass où on traite d'une thématique et on fait témoigner des clientes en direct et là-dessus, on met de la publicité. Donc ça, pour bien comprendre le truc, par exemple, c'est une masterclass, comment devenir assistante virtuelle. Demain, enfin, c'est combien de budget pub que tu mets concrètement pour combien de personnes le jour du webinaire et combien de ventes au final? Tu as à peu près le tunnel à nous donner sur Ouais. ça? Alors d'ailleurs, je trouve que par rapport à mes concurrents, j'ai un budget pub qui est, enfin, je mets pas énormément de budget pub, je trouve, par rapport à la conversion que je fais, parce que je vais mettre environ, alors 1 000 € par mois de pub, sachant que j'ai mon sponsor, donc Axonote, c'est un logiciel de facturation. Il sponsorise mon coaching et il me donne du budget publicitaire chaque mois. OK. Voilà. On est en partenariat et moi, je forme du coup mes clientes sur leur logiciel. Voilà.
Et sur un lancement, on va mettre, 1 500 € sur une masterclass. Généralement, on va avoir 300 inscrites, mais on a aussi beaucoup d'inscrites via juste notre communication naturelle et via la prospection parce que je les encourage aussi à venir à la masterclass. Et par exemple, alors ça a été ma meilleure masterclass, au mois de novembre pour remplir la promo de janvier, donc j'avais fait ça, 1 500 € de budget et j'ai signé une vingtaine d'assistantes. C'est une Waouh. vingtaine. Donc 20 fois 3 000. Et du coup, 300, on va dire 300 inscrites, 150 participants, parce que généralement, il y a Ouais, 50% de généralement, j'ai no-show. 50 de personnes présentes et d'ailleurs, la plupart, elles restent jusqu'au bout. Et par contre, moi, ce que je trouve fort, c'est ta capacité à vendre 3000 balles ton accompagnement et que ce soit quand même assez fluide avec un webinaire. Et ça me refait imaginer ce format finalement que j'ai jamais poussé non plus de mon côté, mais Après, il y a une vraie promesse. Enfin, je dis pas qu'il n'y avait pas une vraie promesse sur ton accompagnement, mais il y a vraiment cet aspect où voilà, tu vas partir de là, on va te nicher, on va t'accompagner. Tu vas avoir, je sais pas si tu promets des temps de clients à tes clientes, mais j'ai l'impression que tu as quand même ce côté roadmap. On te prend par la main, on t'emmène ici, tu n'as pas le choix. Alors toi, tu mettais à disposition, mais il n'y avait pas ce côté où je t'emmène d'un point A et je te tire vers le point B. Et c'est, je pense, qui fait que ça justifie aussi le 3000 € et le fait que tu sois très spécialisée aussi dans les assistantes. Ouais, c'est C'était clair. experte. Il y a beaucoup de preuves sociales, ce qui m'aide beaucoup à vendre, c'est les témoignages. Mais honnêtement, pour pas, voilà, mettre des paillettes dans les yeux, c'est pas juste, je fais une masterclass et c'est grâce à ça. Parce qu'en réalité, souvent, j'ai pris le temps d'échanger avec elle en DM. Chaque nouvelle assistante qui s'abonne à moi, on va échanger, on va envoyer un message de bienvenue et cetera. Je fais des stories tous les jours, elle me voit tous les jours. Je fais des contenus sur Instagram et sur LinkedIn, au moins 3 par semaine depuis 6 ans. En fait, c'est aussi quand même un ensemble de choses. Si juste je faisais la masterclass, mais que derrière j'étais pas autant investie, je suis persuadée que j'aurais pas les résultats. Souvent même après la masterclass, manuellement, je vais échanger avec chacune, voir ce qu'elle en a pensé, lui reproposer un appel. Si elle était pas là, lui proposer de lui envoyer le replay et cetera. Elles vont prendre le temps, d'échanger des fois avec mes clientes si elles ont des questions. Donc il y a quand même un il y a tout investissement l'écosystème qui fait autour. que ça marche. Et toi, ta brand, ça te prend combien de temps par semaine? Parce que du coup, quand je vois ton LinkedIn, quand je vois ton Insta, etc., enfin, moi, je suis le premier à l'enseigner aussi. Enfin, maintenant, je fais de moins en moins de formation de mon côté, mais j'étais le premier aussi à le dire, mais ça prend énormément de temps. Et aujourd'hui, ne serait-ce que d'être là sur le podcast, admettons, c'est une demi-journée. Après, comment tu gères ton temps par rapport à ça? Alors déjà sur ma création de contenu LinkedIn, le dimanche soir, je me bloque, 1 heure et demie, je fais 3 posts et je les programme. Sur mon compte, Instagram, j'ai, mon alternante, Adèle, on l'embrasse, qui m'accompagne et avec qui, qui gère une grosse partie du compte. Moi, je vais m'investir plutôt sur la partie tournage, DM et story. Donc voilà un petit peu. Donc au final, vu que je suis bien organisée, par exemple pour mes, reels, je fais un tournage par trimestre où en une journée, je vais tourner 30 reels et après ça me fait mes vidéos du mois. Pour mes vidéos YouTube, pareil, je me prévois une journée de tournage tous les 2 mois et je vais, tourner toutes mes vidéos d'un coup. Et après c'est mon alternante qui va faire le montage, les programmer et cetera, faire les miniatures. Donc honnêtement, ça va. Enfin, je suis plutôt bien organisée et après, la majorité de mon temps, je vais l'occuper, entre mes clientes et la vente. Donc là, alors, si on veut reprendre un peu la partie acquisition, donc là pour les auditeurs, je suis en train de faire un entonnoir avec mes mains. Mais du coup, en haut, sur la partie vraiment notoriété, donc LinkedIn, YouTube, Instagram, qui sont tes principaux canaux où tu vas faire du contenu tous les jours avec les stories. La partie DM aussi, finalement. Si on se rapproche du milieu du tunnel, donc sur la partie vraiment, on va commencer la captation, où là tu commences à attirer les personnes intéressées qui sont en haut dans une proposition de valeur, donc c'est ta masterclass. Est-ce que tu as d'autres éléments qui permettent de commencer à convertir des personnes intéressées ou il y a juste la masterclass? Oui, il y a la masterclass et j'ai aussi une, VSL, donc une vidéo préenregistrée, où je donne des conseils pour les assistantes virtuelles qui tournent aussi en continu. Ok, donc tu as Ça fonctionne bien, ça. Ça fonctionne, mais ça m'amène, alors pour le moment et là justement c'est un des points que je travaille en ce moment, avec, mon coach.
Ça fonctionne bien, mais ça m'amène aussi des personnes, pas pertinentes qui veulent juste trouver de l'argent facile sans investir. Dans ce cas-là, j'annule les appels. Donc j'ai des clientes pertinentes, mais j'en ai aussi des moins qualifiées. OK. Donc du coup, masterclass VSL et ensuite après, bah, l'acquisition se fait, par les témoignages j'imagine, des personnes, tes clientes qui vont témoigner et là, elles bloquent un rendez-vous avec toi du coup par la suite. Est-ce que tu as des campagnes, je sais pas, de retargeting en publicité? Ou c'est vraiment, bon, bah, toutes les personnes de la masterclass, la VSL, je prends leur mail, je les contacte, je pose un rendez-vous, let's go, l'acquisition se fait vraiment comme ça du coup? Ouais, c'est vraiment après on appel découverte, soit via la prospection, soit via la masterclass ou la VSL où on a un appel découverte et on va les closer à ce moment-là. Ouais, mais pour moi, encore une fois, hein, la personal brand et ce côté masterclass, c'est soit tu t'y mets à 110% et tu fais la démarche comme tu le fais toi, soit tu le fais pas du tout parce qu'en vrai, l'entre-deux, il fonctionne. Moi, j'ai toujours fonctionné un peu comme ça où parfois je fais un peu des webinaires par-ci par-là et en fait, au bout d'un moment, ça fonctionne pas. La personal brand, quand je vois comme toi tu m'attraques, bah, c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, tu arrives à garder une vraie cohérence. Euh, mais encore une fois, je reviens sur cette question-là pour avoir une réponse claire et me la clarifier dans ma tête. La personal brand, est-ce que selon toi, tout le monde peut avoir une personal brand comme la tienne, où il y a quand même des dispositions qui fait que ça fonctionne bien pour toi? Encore une fois, est-ce qu'une personne de 45 ans demain peut avoir la même personal brand que toi avec tout l'impact qu'il aimerait mettre par rapport à ça? Ou est-ce que ça fait que toi, aujourd'hui, tu es dans un univers quand même où ça fonctionne quand même bien, mieux, et tu as des meilleures dispositions pour le faire? Alors, pour répondre, moi j'avais des bonnes dispositions pour le faire parce que, je suis à l'aise et j'ai confiance en moi. Donc forcément, ça facilite les choses. Après j'ai des clientes de 45 ans ou plus qui ont des personal brand forts parce qu'elles se sont prises au jeu à force et ça a bien fonctionné pour elles. Et il y a des personnes pour qui ça reste un petit peu la bête noire et pour qui ce sera pas forcément un point fort, mais où ce qu'elles vont faire, une communication simple et efficace avec de la prospection, ça peut être suffisant pour atteindre un chiffre d'affaires, stable, par exemple de 5 000 € par mois. Ok. Ouais, c'est pas nécessaire, mais si tu as la disposition de faire ta personal brand, mieux vaut le faire. Bah, c'est vrai que toi, tu t'incarnes vraiment ce côté un peu girl boss, si on veut résumer et c'est pas que tu forces le trait, mais on voit que tu orientes tout sur ça, sur tes contenus et je pense que c'est important le mot incarnation dans une personal brand. C'est j'ai un positionnement et je le fais jusqu'au bout, quitte à ce que ça soit un peu dans la caricature, mais c'est ce qui fait que je pense que ça s'ancre dans la tête des gens. Il y a ce côté, mais après, moi, ce que je relève comme point aussi sur LinkedIn, et c'est là où j'en suis un peu épuisé aussi, tout ça, c'est typiquement, toi aussi sur LinkedIn, tu es dans un cocon où on en parlait un peu à l'entre-deux, où tu es pas mal en contact avec Inès Sivignon, tu es pas mal en contact, etc. Et ça reste des personnes qui font des grosses personal brands aussi, donc généralement, ça fait aussi grossir la bulle pour tout le monde. Ça, il y a une réalité sur ça. Et demain, là où je trouvais un peu hypocrite aussi dans certains accompagnements avec du recul que j'ai pu faire, c'est de dire à, mettons, Richard qui vient de se lancer, qui est assureur AXA et qui veut commencer à créer sa personal brand, tout de suite, lui, il n'est pas non plus dans ce cocon-là avec d'autres créateurs qui poussent ça quand même. Et il a beau faire les meilleures publications possibles, Richard, avec la meilleure photo possible, etc. Bah, naturellement, tu as moins cet aspect levier à aller chercher. Donc, c'est ça aussi un peu où je trouve que moi, j'avais un peu d'hypocrisie en disant, c'est possible pour vous, alors que dans les faits, c'est pas spécialement possible parce que nous, créateurs, on est dans une bulle où demain, maintenant, on a discuté ensemble. Tu vas venir mettre, admettons, un like sur ma photo ou toi un like et moi un like. Et c'est ça aussi qui va nous faire grossir parce qu'on a déjà des grosses communautés. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit et si tu as une réponse à apporter sur ça. Alors déjà, moi, mes clientes, parce qu'effectivement, au début, tu connais personne, je leur incite à faire de la routine d'engagement pour, développer leur visibilité et commencer à se créer, un entourage et je les incite fortement aussi, je leur mets des défis un peu obligatoires où, je les fais aller à des événements de leur ville et cetera pour qu'elles commencent à développer leur réseau. Mais de mon côté, je leur vends pas forcément le fait d'avoir un personal branding fort, je leur vends plutôt le fait d'avoir une bonne image, mais surtout de prospecter. Selon moi, en fait, si tu as même une petite communauté de 100 personnes, mais tu en signes 5 clients, en fait, c'est suffisant. Et souvent, je leur dis, ce qui compte, c'est pas la visibilité, c'est la conversion. Donc, de mon côté, je les incite pas forcément à avoir un personal branding hyper fort, mais une communication suffisante, rassurante pour donner envie de travailler avec elles et après, derrière, aller closer 5 dirigeants pour avoir leur portefeuille client plein, quoi.
Et tu penses qu'il y a vraiment des assistantes aujourd'hui qui s'arrêteraient à ça? Enfin, je veux dire, à partir du moment où elles ont atteint ce stade, effectivement d'avoir 5 clients et d'avoir réussi ça, je suis persuadé qu'elles ont un peu ce côté de dire: «Ah ben, on a été formé par cette belle boîte, on a mis quand même 3 000 € de coaching dans ça, ben, j'ai envie d'avoir plus, j'ai envie d'avoir limite la place que tu as toi aujourd'hui». Enfin, il y a vraiment des gens qui arrivent au niveau de l'ambition de se dire: «OK, j'ai atteint mon stade de 5 clients, je touche mon argent par mois et je veux pas aller chercher plus». Parce que j'ai l'impression que ces gens-là, après, à terme, ils vont dire: «Ah ben, j'ai envie de faire comme Clémentine, d'avoir une super personal brand et cetera». Alors ça dépend de leurs priorités, parce que moi, mes clientes, leur priorité, c'est surtout leur vie de famille et leurs enfants. Du coup, pour elles, leur mission, c'est surtout de bien gagner leur vie pour payer des vacances à leurs enfants, des choses comme ça. Donc ouais, franchement, il y en a certaines pour qui ça convient bien et c'est même ce qui les a poussées à quitter le salariat et à se lancer à leur compte. Donc il y a quand même beaucoup de personnes à qui ça convient. Peut-être que vu que toi, tu es ambitieux, tu peux te dire que pourquoi se mettre une limite. Et j'ai d'autres personnes qui sont ambitieuses, qui ont envie d'aller plus loin. Franchement, j'ai vraiment les 2 profils. OK. Parce que je le vois clairement aussi par rapport à certaines assistantes ou même autres métiers que j'ai pu accompagner. Souvent, elles quittent le salariat parce qu'elles en ont marre d'avoir un peu cette prison, du salariat. Mais par contre, elles deviennent assistantes indépendantes. Elles travaillent 5 jours dans la semaine pour 5 clients différents. Elles font un 9h-17h, avec, finalement les emmerdes supplémentaires du côté où on est freelance. Donc, elles quittent le salariat pour ne plus être dans cet espace où je dois bosser 5 jours sur 5, et cetera. Mais elles font quand même, 5 jours pour 5 clients différents avec des problématiques différentes, une gymnastique mentale à faire et finalement, est-ce qu'il y a un vrai intérêt à quitter le salariat quand on est assistant? Alors, ouais, je suis pas forcément d'accord avec toi. Alors, je suis d'accord sur le point, c'est que c'est une gymnastique et non, on les apprend à jongler entre, différents, clients. Maintenant, elles ont plus cette posture hiérarchique avec leurs clients. Elles sont plutôt d'égal à égal et nous, on leur apprend à bien cadrer leur collaboration. Ce qui fait qu'elles peuvent gérer leur temps, aller chercher leurs enfants à l'école. Si un enfant est malade, elles ont pas à justifier auprès d'un patron et cetera. Du coup, elles ont cette liberté-là qu'elles apprécient énormément et en termes, de revenus, elles ont quand même des meilleurs revenus parce qu'aujourd'hui, si on regarde les postes en CDI proposés pour des assistantes, c'est plutôt au SMIC. Donc c'est quand même compliqué de bien gagner sa vie à l'heure actuelle en tant qu'assistante, en CDI, même si on a 20 ans d'expérience. Tandis qu'en freelance, bah, on est libre de fixer nos prix et on peut avoir une, plus grande liberté financière. Toutefois, il y a quand même une vraie responsabilité et ça, faut l'assumer quand on est entrepreneur. Et pour clôturer un peu ce sujet de personal brand et après on partira peut-être sur le sujet aussi de l'entrepreneuriat féminin et j'ai peut-être une question un peu de transition aussi sur ça. Donc je fais encore quelques conférences LinkedIn de temps en temps et là j'ai fait une conférence dernièrement pour des développeurs, public principalement, masculin par rapport à ça et donc on avait ce côté de ce qu'il faut faire sur LinkedIn pour créer sa personal brand et cetera, le côté mettre des photos, humaniser la chose et on est parti un peu sur, pas mal de sujets où on a pris des profils différents et il y a une question qui est venue et ça, elle est revenue souvent et même nous, on en a déjà parlé, hein, parce que c'est des questions qui sont venues souvent. Est-ce que quand on est une femme et qu'on met des photos sur LinkedIn ou sur tout autre réseau social, on reçoit tout de suite un peu plus de likes, un peu plus d'attention ou pas? Est-ce qu'il y a une réalité par rapport à ça? Est-ce que tu as un avis sur le sujet et ou est-ce que c'est une légende et ça n'a rien à voir et c'est juste, dégrader un petit peu l'image encore une fois de la femme dans ce sens si on pense ça? Je te laisse nous dire ce que tu en penses. Alors oui, quand on met des photos sur LinkedIn, on a beaucoup plus d'engagement et même sur Instagram qu'un post sans photo. Ça, on le voit avec, toutes mes clientes mais honnêtement, c'est valable aussi pour les hommes. Vous pouvez faire le test, hein. Quand on met une photo, on a beaucoup plus d'engagement que sans. Je pense que c'est principalement parce que les gens aiment voir de l'humain, un sourire et cetera et tout de suite, ça nous attire plus. Moi-même, je like plus des posts quand je vois le visage de la personne que quand il n'est pas visible. Donc c'est clair. Après pour le côté féminin, du coup, j'imagine que ta question, elle induit un peu, est-ce que si on est belle, si on se montre, est-ce que finalement ça a des conséquences? Alors, j'avais vu une étude là-dessus puisque, bah, je suis passionnée par la vente. On vend 22 plus quand on est maquillée, quand on est une femme, que si on ne l'est pas et du coup, je trouve que mine de rien, le fait d'être apprêtée, influence sur le closing. Donc ça, c'est une réalité. Mais toutefois, je préfère nuancer, parce que mes clientes, elles s'en inquiètent souvent de: «Est-ce que je suis assez belle pour vendre? Est-ce que, on va remarquer que j'ai, pris du poids?» et cetera. Elles m'en parlent, hein, c'est clairement un sujet, en coaching récurrent
Et ça, honnêtement, par contre, je trouve que peu importe notre âge, nos kilos en trop et cetera, ça n'empêche pas de vendre, parce que, souvent on est plus critique avec nous-mêmes que le client et souhaite surtout que le travail, il soit bien fait. Donc je dirais que le facteur beauté va pas forcément influencer. Le côté de: «Est-ce que je suis bien apprêtée?» ça renvoie une image plutôt pro, et ça va influencer. Et le côté poster des photos de soi, clairement ça marche et je conseille de le faire, mais aussi pour les hommes. Et par rapport à ça, je ne sais pas si on pourra mettre le lien dans le descriptif, en contrat pour, mettre ça. J'ai vu, il y a Sylvain Tillon qu'on a accueilli dans le podcast aussi. Il a fait une étude justement sur LinkedIn dernièrement. Il a fait un post sur ça où il a mis des photos et ça en ressort qu'effectivement aussi la beauté permet de mieux vendre et ça, on en avait déjà discuté. Toi, je sais que tu es le beau gosse du groupe donc et c'est pour ça que c'est le vendeur. Non, mais il y a quand même une réalité sur LinkedIn et il y a beau passer par 4 chemins, même entre nous, entre une photo d'Alexis qui est stylée et cetera et moi avec mon crâne chauve sur LinkedIn, tout de suite, il y a une vraie On fera réalité. le test, On fera le attention. test, mais il y a une vraie réalité. Moi, je suis persuadé que le côté, effectivement beau, apprêté, fonctionne beaucoup mieux et après, c'est encore une fois, c'est parfois, moi, ça m'est arrivé souvent dans les formations que j'ai avec des hommes en disant: «Mais parfois je regrette» enfin, ils disent: «Je regrette de ne pas être une femme parce que si j'étais une femme par rapport à ça, j'aurais tout de suite, beaucoup plus de vues, beaucoup plus d'impact» et ça ressort, c'est une vraie question qui ressort. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ton point de vue, quoi. Alors, bah, je pense que dans tous les cas, la beauté, c'est quelque chose qui influence, l'humain en dehors de LinkedIn de manière générale, donc ça, on n'a pas trop la maîtrise sur le sujet. Je pense pas que le fait que tu sois chauve soit bloquant. Non, bah, Jeff Bezos, il a bien réussi, hein. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui ont réussi, Après hein, on a plein d'exemples. Donc, je pense qu'il faut pas se bloquer. Après, le fait de se plaindre parce qu'un homme, du coup, il va avoir moins de chance que les femmes, ça, par contre, je C'est un nuan peu des excuses aussi, je ouais. nuancerais un peu parce que déjà, je pense sincèrement, hein, j'en ai accompagné des hommes. Un homme qui se montre, il aura, de l'engagement et surtout, il a tellement de choses qui vont faire que c'est plus facile pour un homme qu'une femme, hem, que c'est un peu une excuse, hein, je trouve. Tu penses que du coup, ouais, on en revient sur le sujet, mais pour l'entrepreneuriat, est-ce que tu as ressenti la difficulté d'être une femme par rapport à un homme, de manière générale? Alors, je l'ai ressenti en tant que jeune femme, en tout cas. Donc, si je parle à mon échelle, mais mes clientes, elles pourront dire d'autres choses par rapport à leur échelle. Moi, j'accompagne beaucoup de femmes plus âgées. Mais en tout cas, moi, j'ai démarré dans l'entrepreneuriat dans la vingtaine et quand on est une femme et en plus qu'on a 20 ans, c'est pas forcément évident de faire sa place. Je parle surtout de ça dans le fait où j'allais beaucoup à des événements, des choses et ou des coworking, par exemple et tu sens que tu es un peu une des seules femmes et en plus jeune. Donc ça donne l'impression qu'il faut faire ses preuves pour être prise au sérieux et écoutée. Moi, j'ai l'impression que j'ai été prise au sérieux quand j'ai commencé à faire plus de chiffre d'affaires que les hommes. De mon côté, je fais 200 000 € de chiffre d'affaires annuel. Bah, c'est grâce à ça, je trouve, que j'ai fait ma place parce qu'ils se rendent compte: «Ah OK, tu fais du chiffre d'affaires, donc on peut parler avec toi». C'est un peu le ressenti que j'ai. Après ce qui m'a aidée, c'est, vu que j'ai une communauté très féminine et une équipe très féminine, bah, ça me met un peu dans un cocon où je le ressens moins. Oui, bah, on en parlait en off, mais c'est vrai que vu que tu t'adresses à un public féminin, je pense qu'il y a peut-être aussi un peu plus de facilité à développer ton business, à les persuader. Là où je pense à Amandine Barthes, par exemple, qui est spécialiste en SEO, bah, elle a fait des posts sur le sujet, elle se prend régulièrement des bâches parce que c'est un métier vraiment très masculin et surtout qu'elle a vraiment disrupté la manière aussi d'enseigner le SEO, même de communiquer. Donc c'est vrai quoi, tu pars peut-être avec un avantage, mais je rebondis quand même sur le côté jeune, parce que je me souviens quand on s'est lancé, ça a été quand même compliqué au début. On nous a un peu pris, moi, j'ai déjà des prospects qui m'ont parlé comme si j'étais un enfant, en mode, C'est un patrimoine à l'époque. je sais, mais même il y a un gars, il y a un moment, je mettais ma main devant la bouche, il me disait: «Hey, arrête de mettre ta main dans ta bouche, on t'entend pas trop, tu sais, pour mieux vendre, il faut pas». Mais j'ai eu des trucs lunaires où vraiment tu as envie d'insulter le mec. Mais ça, on en a eu. Donc je pense que la jeunesse, c'est temporel pour le coup. Oui, ça, il y a pas après, enfin, au bout d'un moment, faut passer par cette étape-là et mine de rien, à ce moment-là, on commençait déjà à faire pas mal de chiffres aussi et Oui. après, en fait, c'est les chiffres qui parlent. On en revient toujours, le nerf de la guerre, le chiffre, à partir du moment où tu mets ton chiffre sur la table, bah, tout de suite, on te respecte, plus ou moins et en plus, le fait de faire du chiffre aussi, ça t'emmène dans des réseaux parfois un peu plus sélects aussi où, on te respecte un peu plus. Si tu es là, ça veut dire que tu fais du chiffre
Donc il y a ça aussi qui fonctionne. Et j'avais une question par rapport à ça. On voit de plus en plus de réseaux un peu féminins, entre soi féminins qui se créent. Je suis pour et parfois je me dis je suis contre, enfin contre est un grand mot, mais parfois je trouve que c'est aussi dommage de... Parce que, admettons, il y a beaucoup de réseaux féminins qui se créent, ça passe. Demain, si je crée un réseau 100% masculin, je pense que je me fais un petit peu plus taper dessus. Et quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment une bonne chose de faire de l'entre-soi féminin et un peu ce côté sororité que je comprends totalement et parce qu'il y en a énormément besoin? Mais je trouve que l'autre côté, si oui, demain, si je lance mon réseau 100% mascu, vous venez que si vous êtes un homme, je trouve que ça passe un peu moins en termes de com. Quel est un peu ton avis par rapport à ça? Alors c'est vrai que ça passe moins, mais ça a toujours existé, les clubs masculins, de business, depuis, la nuit des temps. Là, alors que les clubs féminins, ça arrive, tout juste. Donc je trouve que c'est parce qu'on est un peu sur, un changement. Hem, à titre personnel, j'aime bien les réseaux féminins et j'ai pu participer à des événements de réseaux féminins parce qu'en fait, bah, c'est confortable et l'esprit de sororité entre femmes, il est assez fort et en fait, on va pas se mentir, c'est agréable et ça nous met dans un cocon et on sent qu'on va pas prendre de risques, qu'on va pas nous draguer à un événement réseau ou nous embêter, tu vois? En fait, bah, ça met à l'aise Et et c'est une vraie réalité, ça? Sur LinkedIn, tu as déjà reçu des messages en mode Sur Insta, peut-être plus, non? alors si je peux, par exemple, donner une petite exclusivité, on m'a déjà proposé des massages pour mes pieds sur LinkedIn. Il y a déjà des hommes qui m'ont proposé, ouais, de me masser les pieds, Sur LinkedIn? qui m'ont draguée, surtout quand encore plus quand j'étais plus jeune, hein, quand Mais c'est j'avais des genre profils 19 ans. sérieux ou c'est quand même des profils sans photo, sans rien, ou c'est quand même des Profil, profils... sérieux en costard cravate et tout. Ok. Donc ça l'est moins depuis que j'ai plus de notoriété parce que je pense qu'on me voit comme moins vulnérable. Donc c'est un peu triste. Et aussi, oui, demain, tu peux faire un post sur ça et dénoncer, et je pense qu'ils voient ça. Ouais, les mecs en costard, ouais, je pense que tu peux ruiner des carrières, hein. Si jamais tu ressors des dossiers, Mais j'étais plus jeune, donc j'osais rien dire, tu vois? Et je l'ai beaucoup moins parce que maintenant je suis suivie, genre, par plus de 80 de femmes. Du coup, c'est pour ça que ça a changé, tu vois, la donne. Mais du coup, effectivement, être entre femmes, c'est boostant, moi ça nous met à l'aise. En fait, ça évite de se poser des questions, même pour sa sécurité ou autre. Donc c'est plutôt confortable et c'est agréable. Maintenant, je trouve que ça ne veut pas dire que les femmes rejettent les hommes. Même d'ailleurs une femme qui va être inscrite à un événement, d'entrepreneuriat au féminin, souvent va aller à des événements aussi où il y a des hommes. Donc je trouve pas forcément que ce soit, un problème. Mais effectivement, je te déconseillerais de faire un club 100% masculin pour ton image, ce serait pas top. Ouais, non, mais c'est ça, c'est une réalité. Après, mais je savais pas que, en plus, je savais pas que des vrais clubs que masculins, ça existait. Après, c'est par la force des choses, ça se rend masculin, mais est-ce qu'il y a vraiment un vrai club? Tu vois, depuis la nuit des temps même, je sais pas si tu as regardé les Bridgerton? Enfin, ma compagne regardait, mais moi, j'écoutais juste. Bah, tu vois, dans les Bridgerton, on voit, il y a des clubs qui sont réservés qu'aux hommes parce Ouais. qu'avant, une femme, elle avait pas le droit d'aller dans un club business, tu vois? Donc c'est plus que les temps ont changé. Mais en fait, en tant que femme, il faut juste comprendre que pour nous, ça facilite les choses, ça évite tout problème d'être entre femmes et c'est boostant et on se sent comprise. Ou par exemple, moi, j'ai beaucoup de femmes qui sont mamans, du coup, elles se comprennent aussi sur les problèmes de comment on est maman et chef d'entreprise et cetera. Mais je trouve pas que pour autant, c'est dans un but d'exclure parce que, même bah, par exemple, si je prends les assistantes, elles ont toutes beaucoup de clients qui sont des dirigeants, masculins aussi, quoi, tu vois? Et tu te considères féministe de ton côté ou pas? Ah bah, bien sûr! Pourquoi je voudrais pas, l'égalité avec les hommes? Je prêche pour ma paroisse. Je suis féministe et j'ai un très fort esprit de sororité. On voit Juliette derrière qui a le plus gros des sourires. Et par rapport à ça, est-ce que tu serais prête, une fois que ta boîte va bien tourner et elle tourne, comment dire, tourner bien, avoir un engagement un peu plus politisé sur ça, avoir un engagement, lancer des associations dans ce milieu-là, enfin, être vraiment engagé pour ton côté très féministe, plus que pour ton côté business? Je kifferais le faire franchement, ce serait, super. Je pense que ce serait un réel accomplissement. J'ai déjà l'impression en fait de le faire dans un sens, puisque j'accompagne les femmes à faire de l'argent et pour moi une femme qui fait de l'argent, bah, elle s'émancipe. Donc je trouve que c'est, un très bon levier que j'exploite, pour, bah, être en adéquation avec mes convictions. Mais effectivement à l'avenir, pourquoi pas, je me ferme pas la porte. Est-ce que tu es féministe de ton côté? Non, mais justement, je voulais te poser la question, c'est pourquoi, pour toi, c'est quoi un peu les priorités sur la partie
Quand tu te dis être féministe, tu dis faire de l'argent, donc je pense que c'est une bonne priorité en effet Ouais. pour l'émancipation. Est-ce que tu as d'autres leviers où tu penses que ça serait important qu'on appuie pour vraiment se dire féministe aujourd'hui? Bah, pour moi, les femmes, elles ont avant tout besoin d'être, plus écoutées et surtout traitées de la même manière. C'est pas qu'une question, de droit, c'est une question, de traitement, en fait. Aujourd'hui, je trouve que on a surtout l'impression de devoir faire plus mes preuves, enfin nos preuves. Par exemple, moi, j'ai eu l'impression de devoir montrer que je faisais beaucoup d'argent pour être prise au sérieux, par les hommes. Donc je pense que la priorité, bah, effectivement, les femmes, elles doivent avoir l'indépendance financière parce que ça, c'est ce qui nous met en sécurité. Donc, ça, je trouve que c'est hyper important. Aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, les femmes, elles gagnent encore moins que, les hommes pour le moment. Donc, je trouve que déjà, ça, c'est un gap, à passer et même, en dehors de l'entrepreneuriat. Et après, je pense que, ce qu'il faut, c'est supprimer la différence de traitement, je dirais, pour que les femmes, elles se sentent, autant légitimes que les hommes, quoi. Mais il y a une chose, du coup, pour rebondir sur ça, pourquoi dans l'entrepreneuriat, les femmes sont moins rémunérées que les hommes? Parce qu'à partir du moment où tu as une boîte qui tourne, c'est la valeur que tu crées qui développe. Je vais prendre un exemple, sans parler du côté freelance, plutôt du côté une grosse boîte. Aujourd'hui, enfin une boîte avec des salariés, et cetera. Aujourd'hui, c'est la valeur que tu crées qui fait ta rémunération au final. En quoi, si la présidente ou c'est une dirigeante, elle serait moins payée qu'un homme aujourd'hui, dans le milieu entrepreneurial? Dans le milieu entrepreneurial, là justement, bah, pour préparer ma prochaine conférence, j'ai recherché un petit peu des statistiques et ce que j'ai constaté, c'est que les femmes entrepreneurs en France, elles atteignent que 88 des revenus des hommes. En gros, il y a un écart de 12 encore, en termes de chiffre d'affaires entre un homme et une femme. Sur des grosses boîtes, j'aurais du mal à le dire, honnêtement. Je pense que c'est plutôt en tant que freelance que, les femmes se sentent souvent moins légitimes, ont l'impression de devoir se justifier. Par exemple, un homme, il va se lancer, il va fixer son tarif, il va être sûr. Une femme, elle va avoir l'impression d'avoir encore besoin de suivre une énième formation, d'avoir, 100 des compétences, voire plus, toujours l'impression de ne pas être assez et c'est ce qui fait qu'elles vont sous-facturer. En fait, je trouve que c'est plutôt ça que je constate. En revanche, dans une grosse entreprise, c'est un peu plus compliqué, j'aurais pas forcément de statistiques ou de réponses par rapport à ça. Et du coup, enfin, on parlait d'égalité homme-femme. Finalement, le souci, c'est pas l'impact des hommes qu'il y a sur la femme, c'est plus le travail de la femme qu'elle doit faire sur elle-même pour arriver à être beaucoup plus à l'aise à facturer, finalement. Alors oui, c'est clair que c'est un travail, à faire pour qu'elles soient à l'aise et moi je les accompagne vraiment là-dessus. Et après je pense que c'est plus globalement sociétal où on a une différence d'éducation avant de parler d'entrepreneuriat, même juste, dès l'enfance où on donne plus confiance, aux hommes, on va les encourager à être fonceurs et les petites filles, elles vont pas forcément être éduquées de la même manière. Donc après ça, je pense que c'est plus un fondement sociétal, de base quoi, tu vois? Et est-ce que tu penses qu'à l'avenir, il va y avoir de plus en plus vraiment de femmes entrepreneurs et il y a une vraie volonté? Enfin, je veux dire, parce que là, typiquement, on peut prendre l'exemple du podcast. On nous dit parfois, il y a beaucoup d'hommes qui interviennent dans le podcast, et pourtant, c'est pas un manque de volonté de notre part de vouloir faire venir des femmes, etc. Mais c'est vrai que, par exemple, ne serait-ce que sur Lyon, on essaye de trouver des femmes qui ont des grosses boîtes, etc., et de prendre contact. Mais c'est moins fluide que tomber sur un homme. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai une bonne idée en tête, à chaque fois que je tombe sur une boîte, c'est souvent un homme effectivement à la tête. Et est-ce qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui des femmes de devenir entrepreneurs et d'être à la tête de grosses boîtes, Entrepreneuse. etc., entrepreneuses? Ouais, après, on peut dire entrepreneur avec un E. Enfin, les deux se disent. Donc, entrepreneur, est-ce qu'il y a une vraie volonté finalement ou en fait tout simplement, finalement pourrais-je dire c'est OK comme ça et que l'entrepreneuriat attire tout simplement moins les femmes? Je pense qu'il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs. Il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'on leur, montre que c'est une possibilité. Donc de mon point de vue et aussi de ce que je constate rien qu'avec, mes clientes et puis si tu regardes statistiquement, il y a de plus en plus de femmes qui ouvrent leur micro, même si ça représente moins de 50 tu vois? Par rapport aux hommes.
Je pense qu'il y a la volonté, ouais, des femmes, d'ouvrir de plus en plus leur, entreprise. Je pense qu'elles ont peut-être moins des objectifs d'ego, de vouloir absolument une entreprise énorme, un chiffre d'affaires énorme. C'est peut-être plus, rare à ce niveau-là, mais j'espère que ça va changer. Et enfin, pour terminer sur ça, enfin, si je prends par exemple le contexte de, ben moi, ma compagne, on vient d'avoir un enfant. J'ai vu toute la partie, merci, j'ai vu toute la partie grossesse, etc. Et effectivement, j'ai du mal à percevoir comment aujourd'hui, enfin, moi, je vois, j'ai continué mon activité jusqu'au jour de la naissance et même pendant le jour de la naissance, j'avais un peu mon PC, j'ai pu répondre à des mails. Aujourd'hui, ça, mettons, une femme, c'est totalement impossible. Sur toute la période de un mois avant la naissance et les 2 mois qui suivent derrière, impossible pour moi de tenir une activité concrète par rapport à ça. Et, et je veux bien qu'aujourd'hui les femmes soient plus payées, etc. sur ça. Mais aujourd'hui, moi, chef d'entreprise, je suis pas prêt à prendre une femme que je vais payer. Je vais essayer de mettre des mots pour que ce femme que je vais payer plus cher. Parce qu'elle, elle est obligée de se vendre plus cher si elle veut pallier ce moment où elle ne pourra pas travailler. Mais moi, ce que je regarde pour ma boîte, c'est la rentabilité. Ouais, je comprends. Et du coup, ça n'a rien à voir entre prendre un homme ou une femme. Mais si la femme, elle vient me voir en me disant, moi, je me facture 100 € de l'heure parce qu'il faut qu'elle anticipe cette période de 3 mois où elle ne pourra pas bosser. Et l'homme, il me dit, moi, je suis à 90 € de l'heure parce que je m'en fiche, quoi qu'il se passe, je pourrais continuer mon activité. Bah, je vais prendre naturellement l'homme parce qu'il va me coûter plus cher. Donc, je suis prêt. Je suis d'accord que les femmes devraient être mieux payées aussi pour pallier ces moments de grossesse et de non-activité. Par contre, il y a une réalité marché économique qui fait que j'irai pas spécialement. Ouais, je comprends. En fait, c'est pas évident de gérer grossesse et entrepreneuriat. Donc de mon côté, j'ai pas d'enfant et je ne souhaite pas forcément, en avoir. Mais toutefois, j'ai eu plusieurs grossesses au sein de mon équipe. J'ai eu plusieurs grossesses au sein de mon équipe et par exemple, mon associée, elle a eu un enfant. Donc en fait, ça a été toute une organisation. Elle a travaillé jusqu'à 1 mois et demi avant, la fin, de sa grossesse et bah, on a dû s'organiser effectivement, pallier et de mon côté, vu que je travaille avec des femmes, bah, je suis prête à payer plus du coup et à accepter, bah, ce côté-là, en fait, tout simplement parce que je vois, leur plus-value et leurs compétences. Et de mon côté, j'ai pas mal de clientes qui ont eu des enfants parce que, ben, voilà, c'est juste ça fait partie de la vie et bien souvent, en fait, leurs clients, vu qu'ils sont très satisfaits de leur service, qu'ils aiment bosser avec elles, ils ont pas envie d'arrêter la collaboration pour ça, heureusement pour elles et dans ce cas-là, simplement, elles payent une personne pour les remplacer et c'est, bah, c'est un moment où effectivement, elles vont perdre un peu d'argent pendant une période, mais pas trop le choix. Donc je trouve que c'est possible de tout faire parce que je le vois que ce soit au sein de mon équipe et auprès de mes clientes, mais effectivement, ça demande de trouver plus de solutions. Un homme n'a pas forcément ce problème, c'est vrai. En fait, Oui, c'est la réalité biologique fait qu'il y a plus d'organisation nécessaire, mais c'est pas impossible finalement. Mais c'est là, je suis totalement d'accord, mais c'est là où effectivement cette réalité biologique, elle fait qu'en soi, l'égalité totale est impossible au final, ne serait-ce que pour cette problématique-là. Enfin, On est différents biologiquement. L'égalité en droit, et on l'a déjà sur beaucoup de sujets, et elle est possible. Après, aura toujours des différences, comme il y a des différences entre individus à la naissance. Il y en a qui sont grands, petits. Bon, bah, il y a des hommes, il y a des femmes. Je pense il y a une lutte sur la réalité biologique compliquée à aller chercher pour moi. Donc, ou à défaut, il faudrait plus d'aide pour les femmes entrepreneurs sur la période où elles peuvent pas. C'est vrai que Enfin, ça, ça, ça par contre, on pourrait pallier sur ça, que la Sécu paye plus, admettons, sur la période où elle est en congé maternité. de base, en tant qu'entrepreneur, en termes d'aide, on n'est quand même pas les mieux lotis. Donc, bon, sur ça, c'est compliqué, quoi. mais pour moi, juste pendant les périodes de grossesse, faut prévoir une personne qui nous remplace. Ouais, mais ça n'empêche pas qu'elle ne sera pas payée à ce moment-là. Ouais, Bien que ça par et contre, ça, il c'est n'y a la rien à faire conséquence aujourd'hui. pour la femme entrepreneur d'avoir une période où elle va faire moins de chiffres. La femme entrepreneur qui veut des enfants. Parce Ouais. que, voilà, aussi. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des sujets qu'on voulait voir. Eh ben écoutez, bon bah on a eu beaucoup de sujets là à aborder, qu'on a abordés. Il y en aura encore plein d'autres comme d'habitude. Il faut toujours faire un deuxième épisode. Ce sera peut-être le cas. En tout cas, merci Clémentine pour ta venue et pour la présentation de ton parcours, de tes business et puis bah, également de tes objectifs. Merci également Romain à chaque fois d'être présent, d'être un bon soldat avec moi sur ces épisodes.
Je vous remercie également, vous, pour votre écoute. N'hésitez pas à aller suivre Clémentine sur ses réseaux. On les mettra en description de notre vidéo YouTube notamment. N'hésitez pas à liker cette vidéo YouTube, à mettre des commentaires si vous avez des questions ou même des suggestions pour les prochains épisodes. Abonnez-vous, que ce soit sur la chaîne YouTube, également nos réseaux sociaux, hein, Instagram, YouTube, TikTok, etc. LinkedIn également. C'était Décroche ton téléphone, le podcast des entrepreneurs et entrepreneuses également en croissance. Je vous dis merci et à bientôt pour le prochain épisode.